Laurent Roland Todoniquez, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Amis téléspectateurs, amis Internet, bonjour. Bienvenue. Merci. On démarre par le quotidien Dynamisme Info, non plutôt Matin Libre. Matin Libre qui propose ce matin prison civile de Missérété, Rekia Madougou, son avocat empêché de visite. Alors, je constate que chaque jour, on constate que les conditions de détention... Vous constatez qu'on constate? Bon. D'accord. Les conditions de... J'ai bien dit, je constate que les conditions de détention de Rekia Madougou et bien évidemment de Joël Aïvo sont corsées. Et je me pose la question de savoir s'il en valait vraiment la peine, parce qu'en réalité, c'est les gens qui sont déjà condamnés, en réalité, qui ont déjà dos au mur. Et donc, ne serait-ce que leurs droits, on pourrait les respecter pour ainsi dire, permettre à ce que leurs parents puissent leur rendre visite, que leurs avocats puissent leur rendre visite. C'est vrai qu'il y a possibilité aussi d'agir sur leur peine, bien évidemment. C'est vrai que parce qu'en l'État, on a vu des organismes au plan international prendre fait et cause pour eux, demander à ce qu'on les libère. Et maintenant, quand on constate que chaque fois, quand il y a un nouveau régisseur, il y a de nouvelles sanctions, de nouvelles conditions assez corsées pour ces personnes, je me pose la question de savoir jusqu'où est-ce qu'on veut aller, bien évidemment. C'est vrai, la justice dira qu'elle a des éléments qui la confortent dans sa position, dans cette manœuvre. Mais pour autant, n'oubliez pas que nous sommes tous béninois et que ça n'arrive pas qu'aux autres. Parce que vous, fort aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver assez faible demain. Je l'ai dit il y a quelques jours ici, Rekia Madougou était garde des Sceaux dans ce pays. Bien évidemment, si vous lui disiez qu'en réalité, elle serait un jour en prison, je pense sincèrement qu'elle pourrait donner sa tête à couper. Et donc, quand l'État se retrouve là, ce n'est peut-être pas un hasard, c'est peut-être concours de circonstances, c'est peut-être aussi le destin. Et donc, le destin de l'un ou des uns ou des autres peut les amener aussi à cette position à un moment donné. Et n'oubliez pas que, malheureusement, dans notre pays, quand vous regardez très bien comment ça se passe, c'est un jeu de chaises. Ceux qui sont opposants aujourd'hui deviendront mouvanciers demain, ceux qui sont mouvanciers. C'est vrai qu'on dira que ça dépend des systèmes et que peut-être le système actuel ne fera tout pour que ce ne soit pas les opposants qui prennent le pouvoir, mais il ne faut jamais oublier que le pouvoir est d'essence divine. C'est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut, bien évidemment. Quel qu'en soit votre statut, Dieu peut vous sortir du néant et vous donner le pouvoir. Et maintenant humilier les plus forts du moment dans une certaine mesure. On a pu le voir un peu partout. Personne ne voyait peut-être venir Emmanuel Macron, très jeune, moins de 40 ans, au pouvoir en France, bien évidemment, mais il est arrivé en mettant de côté celui-là qui a fait de lui ministre des Finances, François Hollande, bien évidemment. Donc on a pu voir Patrice Talon venir au pouvoir en 2016, malgré tout ce que Boniaï a pu mettre en place pour l'empêcher d'être non seulement candidat dans une certaine mesure, mais après tout, l'empêcher d'être élu, bien évidemment. Donc, aussi longtemps qu'on va continuer peut-être à poser des actes de ce genre, il ne faut pas oublier que la roue peut tourner. Moi, je ne suis pas là pour dire que, et je l'ai toujours dit, je ne dis pas que Rekia Madougou et Joël Aïvo pour autant sont innocents. Je n'ai pas d'éléments pour statuer en la matière, mais si ce n'est que le procès qu'on a pu suivre, moi peut-être j'ai mon opinion là-dessus. Et je crois que j'ai déjà dit à plusieurs reprises quelle est mon opinion là-dessus. Des gens qui sont allés en prison du fait des intrigues politiques, et je le répète encore ce matin, sont allés en prison du fait des intrigues politiques. Travaillons à ramener la balle à terre et pour calmer les ardeurs et que nous puissions repartir de nouvelles bases pour construire ce pays. C'est des gens qui ont quelque chose à vendre. Ce n'est pas que Rekia Madougou, ce n'est pas que Joël Aïvo, c'est Thibaut Ogou par exemple, c'est un jeune bien évidemment. On a pu voir ce dont il est capable dans une certaine mesure. Donc il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en prison aujourd'hui, peu ou prou, qui peuvent donner à manger. C'est parce que je ne parle pas des délinquants, hein, je parle de ceux-là qui sont allés en prison du fait de la situation politique. C'est les gens qui peuvent donner à manger à 1, 2, 3 personnes, mais qui malheureusement, dans cette situation, des familles sont en souffrance, des opportunités de travail n'existent plus, bien évidemment. Donc, moi, je pense qu'il faut réfléchir autrement. Il faut réfléchir autrement. Je ne demande pas que demain matin, qu'on aille ouvrir les portes de la prison de Missérété ou bien de la prison civile de Cotonou pour dire pour ce jour-là, il va sauter, Rekia Madougou sauter. Mais vous avez les mécanismes aujourd'hui. Il y a la grâce, il y a l'amnistie, il y a aussi la loi votée par les députés de la 8e législature. Je crois que le pouvoir a des éléments, dispose comment vous appelez, des instruments juridiques en la matière pour faire quelque chose. En tout cas, votre analyse de ce matin rejoint un peu ou moins la position des confrères du quotidien Le Devoir qui propose
prison civile d'Apromissérité, l'avocat de Rekia Madougou interdit de visite à sa cliente. Les traitements inhumains et dégradants à elle infligés se multiplient. Alors la question que je me pose, est celle-ci, est-ce que finalement, alors après évidemment seul le ministre de la Justice, le garde des Sceaux ou peut-être le gouvernement saura donner, on va dire, la bonne réponse ou en tout cas justifier, justifier donc ces traitements qui sont faits à Rekia Madougou, Joël Aïvor et compagnie. Est-ce que finalement cet activisme aussi qu'on note de la part justement de Rekia Madougou depuis peu, malgré on va dire sa détention, ne pourrait pas justifier? Oui, vous faites bien de poser la question. Il y a quelques jours, j'ai suivi une émission sur l'une des radios de la place. Et au cours de l'émission, je crois qu'on a posé la question au porte-parole du gouvernement et un journaliste d'ajouter que bien évidemment on dit que ses conditions de détention sont corsées et pourtant qu'elle a la possibilité d'écrire des chroniques et d'envoyer chaque fois et que est-ce qu'en réalité quelqu'un dont les conditions sont corsées pourrait avoir la possibilité. Écoutez, je ne voulais pas peut-être me hasarder sur ce terrain, mais je pense sincèrement que... On ne peut pas s'empêcher de... Mais je pense que sincèrement que... la situation, d'évoquer cela. Écoutez, Nelson Mandela était en prison, d'accord, et était durement gardé, bien évidemment, et pourtant ça ne l'empêchait pas d'écrire quand même. Il y a beaucoup de prisonniers qu'on a pu connaître, politiques qu'on a pu connaître, qui étaient en prison, mais qui écrivaient. Ça ne date pas de Rekia Madougou. C'est vrai parce que ces conditions sont corsées que vous lui arrachez sa capacité intellectuelle à écrire quelque chose, à publier, à envoyer, à publier. Si c'est ce qu'elle publie qui énerve si tant, je pense qu'il vaut mieux que pour elle aussi alors d'arrêter d'écrire. Mais je ne pense pas que c'est le fait d'écrire qui justifie le fait que ces conditions de détention ne sont pas corsées. Ça n'a aucun sens pour moi en la matière. Je pense sincèrement qu'il vaut mieux chercher le problème ailleurs plutôt que de penser que c'est parce qu'elle écrit et qu'elle a la possibilité d'écrire. Écoutez, vous et moi. On estime qu'elle est trop libre. Non, mais c'est pas trop libre. Quelqu'un qui est en prison peut avoir un stylo, un document, et écrit. D'accord, écrit chaque fois. Et c'est pas un problème. On peut vous empêcher de manger, mais quelque part, vous avez encore votre cerveau qui fonctionne, que vous pouvez écrire. Donc, écrire ne saurait justifier le fait, ou bien ne saurait effacer le fait que la personne dit « mes conditions de détention sont corsées ». Je crois que ça n'a aucun lien pour moi. Il vaut mieux chercher le problème. En temps normal. Laurent Roland, sur le même sujet, plus ou moins en tout cas, puisqu'on parle là de détenus, de prisonniers, et Dynamisme Info titre ce matin « Proposition de loi pour la libération de prisonniers et le retour des exilés, les démocrates ou la preuve de leur attachement aux aspirations du peuple ». Oui, je crois que c'est la volonté, en tout cas d'une partie de la population, parce que dire que c'est la majorité de la population, ce serait péché. Vous allez voir qu'il y a ceux qui soutiennent le pouvoir en place, qui certainement quand vous faites les débats avec eux, pour eux, ça ne veut rien dire. Le fait de libérer les détenus en crise politique ou bien de faire revenir les exilés. Donc, en la matière, ce n'est pas toute la population, c'est tellement, je dirais, pour être prudent, je dirais, pour une partie de la population, c'est ce qui est l'idéal, bien évidemment. Et les démocrates qui ont été élus, faisant en tout cas office de parti d'opposition, qui ont été élus, c'est... Sur la base de ce genre de promesses. Sur la base de ce genre de promesses, parce qu'au cours de la campagne, pour autant, eux-mêmes, ils n'avaient pas pour autant de thème de campagne en la matière. C'était libérer, travailler à libérer Rekia Madougou, travailler à libérer Joël Aïvor, certaines personnes, les détenus politiques. Contribuer à la restauration de la démocratie, au retour des exilés, à la restauration de la démocratie. C'était pratiquement leur thème de campagne. Et donc, en la matière, ils ne doivent pas s'écarter alors de cet idéal-là, parce que c'est ce qu'ils ont promis aux populations. Ils doivent pouvoir travailler à ce que ces résultats, ces objectifs, soient atteints. Restons avec Dynamisme Info, restons avec les démocrates aussi, et un peu, disons, plus large, l'opposition béninoise. Dynamisme Info qui titre ce matin « Présidentielle de 2026, un bon casting de l'opposition pour déjouer les plans de la continuité ».
Oui, je crois que certainement, Dynamisme Info, dans sa parution ce matin, certainement a parlé d'un candidat. Je n'ai pas lu l'article, mais je suppose, en tout cas, je pense sincèrement que oui, l'opposition doit travailler à ne pas faire d'erreur, parce qu'aujourd'hui, en la matière, il faut 16 parrainages. Ils ont 28 députés. Tu l'invites, à mon sens, à faire un bon casting, voilà. tout simplement. Ils ont 28 députés, donc en la matière, ils peuvent parrainer un candidat. Mais parrainer un candidat, quel type de candidat? Est-ce qu'il faut aller parce que telle personne met beaucoup d'argent, va pouvoir venir s'imposer dans la balance, peser dans la balance, pardon, pour dire il faut choisir tel candidat? Non. Il faut trouver un candidat qui fera bien l'affaire. Parce qu'en face, vous avez une machine assez redoutable. Et donc, quand vous avez une machine redoutable en face, vous devez... Installée depuis presque 10 ans. 2016, bien évidemment. Donc, quand vous avez une machine assez redoutable qui peut tout broyer sur son chemin, vous devez pouvoir travailler à trouver un bulldozer peut-être pour contrer véritablement cette machine redoutable. Donc, si vous ne le faites pas et que vous pensez, vous restez là à vous complaire parce que... Et puis, d'ailleurs, même, il faut qu'ils revoient leur stratégie. Ce qu'ils ont pu faire au cours des législatives, en ne faisant pratiquement pas campagne, en mettant juste les affiches au niveau des carrefours avec la photo de Boniaï, ça ne fait pas l'affaire en réalité. Surtout qu'il s'agira d'une élection présidentielle. Et il fallait que ce candidat ait des suffrages dans toutes les communes du Bénin, dans tous les hameaux du Bénin, bien évidemment. Il faut trouver ce personnage, cette personnalité politique qui incarne réellement la volonté du peuple, la volonté populaire, et qui peut aussi arriver à convaincre la population à travers son discours. Et eux aussi, les démocrates, doivent pouvoir réfléchir, ou bien l'opposition en général. Et c'est là, justement, il faut que tous les opposants arrivent à fédérer les efforts pour aller dans le même sens. Il ne faut pas que MPL en arrive à dire qu'il faut... sortir un candidat. Sortir un candidat. FCBE sorte un candidat. Et c'est pourquoi je disais que Paul Rompé, en réalité, s'il pourrait être sincère avec lui, ferait mieux de faire dissoudre carrément son machin de FCBE et de faire... Vous appelez ça un machin? Oui, mais moi je le dis toujours, c'est... Le FCBE avec Paul Rompé a été un machin, un fait valoir. En la matière aujourd'hui, l'arrivée des démocrates a montré leurs limites. Donc, il ferait mieux de faire preuve d'humilité et de rejoindre peut-être ses anciens amis. C'est vrai qu'ils ne lui feront pas confiance à 100%, mais l'idéal, si en réalité il est sincère, je crois que c'est ce qu'il faut faire maintenant. D'accord. Alors, Roland Antonin, continuons sur cette même lancée. Vous savez qu'au niveau de la mouvance présidentielle, par exemple, il y a quelques noms qui ont commencé par sortir. Oui. Au niveau de l'opposition, puisqu'on en est à parler d'un bon casting pour 2026, justement, est-ce qu'il y a des noms qui sortent ou, selon vous, en tout cas, est-ce qu'il y a des personnes auxquelles vous pensez, par exemple? Non, et puis d'ailleurs, ça me permet de rectifier quelque chose, parce qu'il y a quelques jours, quand on parlait de Richard Boni-Ouourou, je crois qu'un téléspectateur m'a interpellé pour dire est-ce qu'on le connaît, ou est-ce qu'on l'a vu à l'œuvre, bien évidemment, alors que le jour-là, on avait juste dit que... On n'a jamais dit qu'on le connaissait. Qui s'est affiché, voilà, bien évidemment. Et donc, pour rectifier, pour dire qu'on ne le connaît pas, on n'a aucun lien avec lui. J'ai bien précisé que j'ai été même ajouté, moi, dans un groupe d'un potentiel candidat à 2026, et que je n'ai pas hésité à sortir de tous ces groupes. J'étais ajouté dans pratiquement 4 groupes, et puis un matin, je me suis rendu compte que, bon, finalement, c'est quoi tout ça, et je suis sorti des groupes, parce qu'il ne faut pas que les gens en arrivent à me donner une coloration politique pour dire que je soutiens tel candidat. C'est très vite arrivé, cette suspicion dans ce pays. Alors, maintenant, Richard Boni-Ouourou, qui fait un peu d'action, on voit aujourd'hui, et qui, je crois, a lancé un truc d'entrepreneuriat des jeunes, qui finance bien évidemment, qui certainement fait office de candidat qui sera peut-être pour l'opposition également. Est-ce qu'il sera porté par les démocrates? À voir ces différentes prises de position par rapport à l'actualité, oui, normalement. Oui, est-ce qu'il sera porté par les démocrates? Et c'est là le véritable problème, parce qu'en réalité, il y a des démocrates qui vous diront, mais écoutez, il n'a pas milité au sein de notre parti, on ne l'a pas vu. Je ne sais pas si, discrètement... Même s'il faut rappeler que quand les démocrates, justement, ont lancé une souscription, il y avait participé, il y avait contribué à hauteur du million. Il y a je dirais, ce comportement égocentrique de la part des acteurs politiques béninois qui, malheureusement, fait plomber les efforts à un moment donné. Vous allez voir que le monsieur, ils sont prêts à prendre vos sous, mais quand il arrive qu'il faut choisir maintenant, il y a beaucoup qui les premiers même bénéficiaires de vos actions sont les premières personnes à vous combattre. Et donc, en la matière, je ne dis pas qu'il sera le candidat démocrate, je présume qu'il peut être le candidat démocrate. Parce qu'aujourd'hui,
qu'on ne le veuille pas, hein, écoutez, même dans les démocrates, il y a des gens qu'on a vus à l'œuvre pendant 10 ans sous Boni, hein, et donc peu ou prou, quand ils vont lever la main, il y a certainement des choses à leur reprocher, et sur la base de ces trucs-là, le pouvoir en place peut trouver toujours des choses à redire sur leur carrière politique et à les critiquer pour les affaiblir. Donc il va falloir peut-être chercher celui-là qui n'a pas de cadavre en griffe dans les placards, qu'on peut traumatiser un peu et qui pourrait avoir peur et désister dans une certaine mesure, ou bien ne plus faire des actions sur le terrain et laisser passer les autres. Donc, c'est pour ça que je rejoins Dynamisme Info ce matin. Il faut un bon casting. Il faut vraiment... Et s'assurer que cette personne a une représentativité au plan national, et s'assurer que cette personne n'a rien à se reprocher au plan local, bien évidemment, et que après tout, ce serait sur la base des débats d'idées qu'on pourrait le battre. D'accord. Mais là, vous n'avez sorti qu'un seul nom. Hein. Donc, il y a que lui pour le moment. Pour le moment, il n'y a que lui qu'on voit. Le président du parti, non? Le président du parti, Éric Ngoundété, il ne s'affiche pas pourtant. On a vu ses actions au cours des législatives. Après ça, on a vu qu'il est resté assez silencieux ces temps-ci. Il ne prend pas beaucoup la parole. Il prend pas beaucoup la parole, bien évidemment. Mais en l'état, est-ce que Éric Ngoundété peut faire l'affaire face à un Patrice Talon? Je me pose bien des questions. Patrice Talon ne sera pas candidat. Non, je t'ai dit que Patrice Talon reste maître du jeu. La machine de Patrice Talon. Il restera, okay, oui, quel qu'en soit... Face à la machine peut-être de Boni qui est le quel qu'en soit le dauphin, que vous aurez en 2026, considérez que c'est toujours Patrice Talon que vous affrontez. D'accord. D'accord. Donc, en la matière, tout candidat qui veut se porter candidat en 2026 doit pouvoir comprendre et se mettre dans la tête qu'il affronte Patrice Talon. Il n'affronte pas le dauphin de Patrice Talon. Parce que Patrice Talon est toujours cette machine redoutable en politique qu'il faut craindre. D'accord, parce que vous ne partagez pas l'avis, je ne sais plus si c'était Le Devoir ou un quotidien qui publiait dans le coin de la semaine. Il n'aura pas de dauphin. Patrice Talon n'aura pas de dauphin comme certains. Général Mathieu Kérékou, on parlait de Ouourou Boni, donc, qui pourrait, selon votre analyse, être un bon casting pour le parti. Je n'ai pas dit, il sera, pardon, je n'ai jamais dit ça. Oui. Attends, il ne faut pas que les gens disent que non. J'ai dit... Il se peut qu'il peut être le candidat des démocrates. Oui. Mais toujours est-il qu'en interne, il peut être combattu, même s'il a, entre-temps, il a participé aux actions. Je n'ai pas encore dit le contraire. Non, mais vous avez dit qu'il pourrait être un bon casting. J'ai jamais dit ça. Non. Je n'ai pas dit qu'il pourrait être un bon casting. Mais c'est la question que je vous ai posée. Oui, mais j'ai dit les candidats de l'opposition. Il est très prudent ce matin. Ah, mais non, attention. D'accord. Il ne faut pas que les gens viennent dire demain matin que Laurent dit que Boni Ouourou sera candidat des démocrates. Mais non, ce n'est pas ce qui a été dit. Selon votre analyse, c'est l'une des personnes qui de l'opposition qui s'affiche et qui pourrait donc être positionnée par le parti Les Démocrates. Donc oui, justement, en parlant de ce dernier, vous savez que dans le cadre d'une opération annoncée pour être lancée, même si finalement cela ne s'est pas fait, de répression par rapport, si je me rappelle bien, par rapport au non-port des casques. Donc en circulation, il avait d'ailleurs à l'époque offert des casques justement. Et il finance même des jeunes. Il finance des jeunes, il avait financé, je crois, 50 000 après 100 000. Oui. En tout cas, je ne voudrais même pas qu'on parle de ces mais non, c'est bon. Parce qu'en parler, les gens vont penser que bien sûr, on a fini d'en parler. Je fais juste cette transition pour aborder ce fait d'actualité qui est lié aussi donc à la circulation routière. Dynamisme Info qui parle ce matin de répression pour non-immatriculation de moto. Encore un casse-tête en instance pour des Béninois. En quoi c'est un casse-tête? Vous savez combien d'années on parle d'immatriculation des motos? Vous savez combien d'années les gens ont déposé leur dossier pour avoir les casques et les plaques minéralogiques et qui ne sont pas allés chercher, bien évidemment. Je pense sincèrement que les gens feraient mieux d'aller chercher leurs plaques, de les placer sur leur moto. Ceux qui n'ont pas encore déposé le dossier feraient mieux de très vite aller déposer le dossier. Je dis, et je l'ai dit hier, je le dis encore ce matin, personne ne sera encore dans l'émotion pour défendre telle ou telle population. Ils vous diront qu'ils ne mangent pas et que par conséquent c'est difficile de faire plaque, de faire ci, de faire ça. Mais et pourtant, si votre moto est volée, c'est vous qui venez vous plaindre encore. Et je l'ai dit moi-même qui parle, je n'ai pas de plaque sur ma moto. Cela suppose que quoi? À défaut d'aller prendre la plaque sur ma moto, je suis obligé de la garer et de me débrouiller autrement. Alors, que chacun prenne ses responsabilités. On ne va pas régler les mêmes problèmes pendant 10 ans.
Ces problèmes, ça a commencé depuis un moment. Casque dans ce pays, c'est sous Boni Yayi. On a tout fait de dire que les plaques, les casques, c'est la première dame, l'ex-première dame Chantal Yayi qui vendait les casques. Après, on a dit que c'est le préfet, personne n'a qui vendait les casques. Et puis, personne ne voulait acheter casque. On dit oui, c'est parce qu'il veut de l'argent. Finalement, Boni Yayi a tellement eu peur de voir sa popularité s'effriter. Malgré tout ce qu'il a fait, il a pu perdre les élections en 2016, bien évidemment. Et donc, en 2016, aujourd'hui, quand Patrice Talon veut commencer, en tout cas les policiers veulent commencer, il y a toujours une décision du gouvernement ou d'un ministre qui vient dire de sursoir et de reporter. Et on reporte chaque fois les mêmes décisions. Je crois qu'enfin, il faut aller sanctionner. Il faut réellement maintenant sanctionner. Ceux qui n'ont pas de casque, après, il faut sanctionner. Ceux qui n'ont pas de plaque sur les motos, il faut sanctionner. Assez l'émotion. Moi, je pense que ça participe de la sécurité de chaque citoyen. Quand on vole votre moto a un numéro châssis. C'est en fonction de ça qu'on vous fait la plaque minéralogique. Et dans cette condition, quelqu'un qui vole votre moto ne peut plus revendre quelque part. À moins qu'il vende quelques pièces pièces détachées. Mais il ne peut plus revendre la moto complètement parce qu'une fois qu'il revend la moto et que, puisqu'on ne doit plus voir de moto sans plaque dans la circulation, on ne peut pas rouler ça quelque part. Donc, ça participe de votre sécurité. Et pourquoi, pour quelque chose qui participe de votre sécurité, on doit vous supplier? On ne va pas continuer à supplier. Alors, ça va être Dynamisme Info, Laurent Roland Tonenquès, adoption des statuts révisés de l'Institut national de la femme, des points focaux pour faire remonter les cas de VBG, violence basée sur le genre. Oui, j'ai pu lire la révision de ces statuts qui déjà donne assez de possibilités à l'Institut national de la femme pour répertorier ou recenser les cas de violence ou bien de harcèlement dans tout milieu où se trouve la femme, et évidemment les points focaux qui sont installés. Je crois que c'est une bonne chose. Je crois que ça fait partie des possibilités ou bien des ambitions que moi je voyais pour cet institut, c'est de mettre en place des points focaux qui facilitent la tâche. Il ne faut pas que l'institut soit seulement à Cotonou et que finalement quelqu'un saisit un commissariat ou comment vous appelez un tribunal dans sa zone et que ce soit le tribunal ou bien le commissariat qui remonte l'information. Il faut que les points focaux soient installés pour faire le travail. Ça va participer à réduire de façon considérable les violences faites basées sur les gens. D'accord. On va finir par un mot de sport, mais avant, de tout très rapide par la une du quotidien Le Matinal, Laurent Roland Tonenquès, non-désignation des successeurs des maires élus députés, l'UP Le Renouveau et le BR jouent la prolongation. Oui, je crois que les maires qui sont élus députés, je prends par exemple le cas du maire de Soava qui est élu député, mais qui jusque-là n'est pas encore remplacé. À ce niveau, il y a beaucoup de choses qui se trament, c'est-à-dire que le Bloc républicain veut certainement jouer là-dedans. Il y a l'Union progressiste qui cherche toujours à contrôler parce que le maire Union progressiste, UPR, Union progressiste Le Renouveau, bien évidemment. Donc, je crois que l'un dans l'autre, toutes les formations politiques, notamment les deux grandes formations politiques dont il est question, jouent la carte de la prudence pour ne pas perdre peu ou pour certaines mairies. Je prends le cas de Djougou, par exemple, où était maire Malik Goumina. À ce niveau, c'est tellement que l'Union progressiste Le Renouveau cherche peut-être à s'entendre avec certains élus BR pour reprendre la mairie de la main du Bloc républicain. Puisque déjà en juin 2020, certains parmi eux, la grande partie a été nommée. Mais là maintenant, il n'y a plus possibilité de nommer. Il faut participer, il faut passer à un vote. Et passer à un vote, il faut des tractations et des partis qui avaient la majorité, qui avaient des mairies, peuvent en arriver à perdre. On a pu voir avec Adjawere où Fagbon a perdu son poste, bien évidemment. Et ça a été un problème dans cette localité pour son parti, le Bloc républicain. Je crois qu'il ferait mieux de s'entendre. Ils sont tous de la même famille politique, de la mouvance. Je suis sûr que, aussi longtemps que ça va durer, quand le maître à penser décidera, ça aura lieu. On revient à la une de Matin Libre, Laurent Roland Tonenquès, pour aborder ce titre. Lutte anti-tabac au Bénin entre défaut d'audace et le carcan des accords. Le puissant lobby des industriels du tabac plombe les efforts. Il y a une loi
discuté en la matière sur le tabagisme. J'ai même participé à un séminaire d'impréhension des députés à l'hôtel, dans un hôtel à Grand Popo. Et la loi avait été présentée aux députés, ils ont étudié, on leur a expliqué les contours. Je me rappelle que les explications ont été, des communications ont été présentées par Augustin Faton de l'ONG IECT, qui d'ailleurs travaille pour que la lutte contre le tabagisme soit effective dans notre pays. Après ça, la loi a été votée. Et sauf erreur de ma part, la loi a été promulguée. Mais la mise en application pose problème. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et je crois qu'il y a des lobbies vraiment. Quand j'ai cherché à comprendre un peu, j'avais réalisé même un sujet sur la question, un podcast que j'ai envoyé, parce que c'était une commande. Et je peux vous assurer qu'il y a des lobbies. Et ces lobbies n'ont pas du tout intérêt à ce qu'on lutte contre le tabagisme au Bénin. Et je me demande alors... Ce n'est pas l'apanage du Bénin. Je me demande qu'en la matière, il y a de puissants lobbies, justement. Justement, je me suis posé la question de savoir pourquoi alors on a voté la loi. Parce que quand on vote une loi, on l'applique. On la promulgue et on l'applique. Pourquoi voter une loi qu'on ne peut pas appliquer? Dans ce question, comme qui dirait Laurent, Roland Anthony, qui sont finis maintenant très rapidement avec le matinal. Dans retour à la une du quotidien, le matinal. Match nul du Bénin face au Rwanda dans le cadre des éliminatoires CAN 2023. Les Guépards pêchent par manque de réalisme. Bon, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes surpris. Moi, je ne suis pas surpris. Non, pas vraiment. Je ne suis pas surpris. Et je crois que tout ce que je l'ai toujours dit, cette équipe, pour moi, j'ai vu les gens faire publication pour apprécier la prestation de Stéphane Sessayon, d'accord. Mais est-ce que c'est ça le jeu? Parce que sur vos propres installations, vous êtes en difficulté, vous vous faites mener au score. Et ce n'est qu'à la 82e minute que vous égalisez. Ça pose un problème. Et ça montre que réellement, on a beaucoup de choses à faire encore en la matière. Parce qu'une fois de plus, on nous parle, oui, d'un jeu plus acceptable, d'un beau jeu, oui. mais le réalisme toujours qui on s'est toujours contenté des matchs nuls. Qui fait défaut. On s'est toujours contenté des matchs voilà. nuls. C'est ce qui nous a mené. On renoue avec les matchs nuls. Voilà, on s'est toujours contenté des matchs nuls. C'est ce qui nous a mené au 8e de finale, à la CAN 2019. Et puis. En quart de finale, s'il vous plaît. Non, d'abord, au 8e de finale, c'est le match nul qu'on avait. Oui, et puis après, concours de circonstances, destin ou chance, on a pu gagner au quart de finale, le Maroc, bien évidemment, pour se retrouver. Donc, moi, je pense que. Il y a un vrai travail à faire au-delà de tout ce qu'il y a à faire au niveau de cette équipe, en tout cas, sur le plan offensif, il y a un vrai travail. Oui, moi, je le dirai encore ce matin, je ne le dirai jamais assez d'ailleurs. Il faut, pour moi, dissoudre purement et simplement cette équipe, permettre aux nouveaux entraîneurs de prendre des jeunes avec qui il peut travailler sur la durée pour qu'on ait des résultats dans 5 ans, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il ne sert à rien de se contenter du minimum chaque fois. C'est l'argent du contribuable. J'ai pu vous lire des gens s'énerver du salaire qu'on paye aux sélectionneurs, ce n'est pas sa faute. Si déjà les dirigeants, dans le cahier de charges qu'ils donnent à l'entraîneur, ne lui disent pas, écoute, il faut mettre hors du jeu telle personne, il faut peut-être dissoudre l'équipe pour faire ci, reprendre avec les jeunes, il ne le fera pas parce que dans son cahier de charge, on ne lui a pas dit de faire ça. Donc ça vient aussi de la volonté des dirigeants du football béninois, des gouverneurs bien évidemment, qui doivent pouvoir dire à l'entraîneur, bon, ce qu'on voit aujourd'hui, il vaut mieux carrément, purement et simplement, en finir avec cette équipe, reprendre avec les jeunes. Ce serait bénéfique pour notre pays. Ce qui est sûr, c'est que le match retour se disputera le lundi prochain, ici à Cotonou, au Bénin, donc, Laurent Roland Toninquès. Et tenez-vous tranquille, si n'eût été peut-être la supériorité numérique, est-ce que le Bénin pouvait égaliser? Parce qu'à un moment donné... Les chances du Bénin pour le match retour, Laurent Roland Toninquès? Non, écoutez, les Rwandais... Guénadro nous a dit, avant justement la rencontre, avec 4 points, maintenant, il a 1 point, mais les autres ne sont pas venus vendre la moutarde au stade du Mathieu Kékou. Ils sont venus gagner. Et ils ont peut-être des comptes à rendre à un président qu'ils ont aussi là-bas, qui est assez rigoureux. L'entraîneur l'a dit très clairement, ils sont là pour gagner. Oui, et donc,
Ils ont mené au score jusqu'à la 82e minute. Vous avez égalisé. Pour le match retour, ils peuvent changer de tactique. Et d'ailleurs, même, ils l'ont bien dit, l'entraîneur a bien dit qu'il a pris le temps d'étudier l'équipe du Bénin. C'est ça. Et c'est tellement pour ça qu'ils ont cueilli à froid les Béninois à la 13e minute. Donc, l'un dans l'autre, l'entraîneur du Bénin a du pain sur la planche. Les joueurs béninois ont du pain sur la planche. S'il veut sauver l'honneur des Béninois qui travaillent pour gagner tout au moins le match de lundi prochain. Autrement, il faut que chacun comprenne qu'il faut maintenant dissoudre l'équipe plus simplement. J'ai lu cette boutade sur les réseaux, Laurent Roland Tonenquez, Oui. par rapport à la rencontre, demandant pourquoi est-ce qu'on s'inquiète finalement. Soit on arrive à s'imposer et c'est bon, mais si on n'arrive pas à s'imposer, c'est pas grave. On dissout notre équipe, on les recrute. Oui, on recrute. On les recrute, parce que c'est le Rwanda. Oui. On recrute tous les Parce que le Rwanda, c'est des frères, pays frères. Allez, stop et fin, rendez-vous demain.